Bonjour à tous, nous sommes lundi 11 mars. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier tous pour les nombreux abonnements à ma chaîne. Je pense à peu près 800 personnes, 200 à 300 commentaires, appréciations diverses sur l'avant-dernière vidéo qui a pratiquement fait 20 000 vues sur YouTube, celle consacrée à notre ami Benalla en voyage au Tchad, porteur de valise de Macron, éventuellement. Bien, nous allons aborder 4 points, 4 petits chapitres que j'ai nommés, si vous voulez, les élites contre les gilets jaunes. Deuxièmement, la presse soumise à Macron. La presse contre les opposants, notamment le cas Nicolas Dupont-Aignan, et des révélations sur les actes antisémites qui auraient été commis par des gilets jaunes. Ce sont de fausses accusations du gouvernement pour que l'opinion se retourne contre les méchants gilets jaunes. Donc, eh ben oui, les élites, évidemment, bien entendu, sont contre les gilets jaunes. Il va sans dire qu'une majorité de Français commence à comprendre qu'Emmanuel Macron a été mis en place par des élites qui l'ont aidé à créer son propre parti. Cette même élite, bien évidemment, s'est partagé les postes clés. Pas pour servir l'État, mais pour se servir de l'État, pour arrondir leur pécule. C'est la raison pour laquelle on ne vous parle que de mondialisation, globalisation, marché ouvert. Les gilets jaunes, évidemment, à l'opposé, se battent pour que la France ne meurt pas. Ils sont fiers de leur patrimoine et de leur histoire. Ils veulent rester français dans un monde où, justement, on cherche à faire disparaître les États-nations au profit d'un continent globalisé, d'une Europe fédérale. C'est cela. J'en viens au grand débat national. Non, ce n'est pas 60 millions de Français qui donnent leur avis pendant plusieurs jours. C'est plutôt Emmanuel Macron qui donne son avis aux 60 millions de Français pendant plusieurs heures, des heures interminables d'ailleurs. Il choisit les questions, il choisit les intervenants, il donne les réponses qu'il veut. De toute façon, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. D'ailleurs, faut-il vraiment avoir besoin d'un débat pour comprendre ce qui ne va pas en France? Franchement, Macron, sourd? Malvoyant? Non, je pense qu'il a surtout une sacrée mauvaise foi. En tous les cas, oui. Vous en êtes aperçu, vous aussi? Bien. Alors, je voudrais revenir sur les injustices de notre pays. Il y a des gens qui sont incarcérés et condamnés à 1 an de prison pour avoir tapé dans la rue sur un représentant de l'autorité, sur un flic, comme on dit. Certes, c'est pas bien. Benalla, lui, qui n'est pas flic, a tapé sur des gens dans la rue. Mais, c'est M. Benalla. Je prends mon papier puisqu'il en a tellement une couche. Il est quand même accusé donc de violence sur manifestants. On en parle. De port illégal de matériel de police. De port illégal d'une arme à feu. Du non-respect du contrôle judiciaire. D'association de malfaiteurs. De parjure car il a menti sous serment. De dissimulation de preuves. D'affaires avec un oligarque lié à la mafia russe. De voyages douteux dans des dictatures africaines avec des passeports 2, 3, 4 de l'Élysée et un téléphone satellite pour faire ses missions secrètes, certainement. Voilà. Enfin bref, nous nous apercevons que Benalla a bénéficié d'une incroyable clémence et il est toujours en liberté et non jugé. Comme c'est étrange. Une autre question aussi, quand le parquet décide de ne pas enquêter sur le coffre-fort de Benalla, est-ce qu'Emmanuel Macron est étranger à cette décision? Non, il a donné les ordres en conséquence. Il ne faut surtout pas fouiller dans les affaires de Benalla. Certaines choses pourraient sortir. Mais qu'attendent donc les journalistes pour dénoncer ça? Eh bien, les journalistes sont soumis, la presse est soumise. L'État macronien actuellement en place ne recule devant rien pour protéger ses sbires et faire taire les opposants. Bon, on a pendant des semaines et des semaines et des semaines eu
les épisodes Benalla. Et là, je voudrais vous faire part d'une chose qui s'est passée il y a quelques jours. La chef du service politique, je lis, la chef du service politique international de France 24, Roselyne Febvre, qui profite maintenant de la protection de CRS, suite aux menaces dont elle a fait l'objet pour ses propos délirants sur les gilets jaunes. Cette dame, journaliste, encore que ce terme, je ne sais pas s'il peut encore lui être appliqué, n'y est pas les mains mortes. Face à deux collègues manifestement gênés par ses propos outranciers, cette Madame Febvre n'a pas hésité une seconde à traiter ceux qui manifestent pour leur survie sur les ronds-points de France, les a traités de branquignols, de racistes, d'antisémites et de complotistes. Donc effectivement, c'est un bel exemple d'amalgame, d'un manque de vision politique et de vraiment un parti pris pour le gouvernement. Pour une personne qui se prétend journaliste, donc théoriquement un témoin objectif et respectueux de la vérité, les limites ont légèrement été dépassées. D'ailleurs, les Français, dans leur ensemble, ne font plus confiance à la presse. Ils ne sont plus que 38% à faire confiance à la télé, 44% à la presse écrite et 50% à la radio. Donc, vous aurez compris. Donc, en fin de compte, cette Roselyne Febvre est devenue l'illustration parfaite de la réalité actuelle. C'est un problème de société, la soumission de la presse au pouvoir. Je reviendrai sur l'affaire Dupont-Aignan, sommé de quitter le plateau pour avoir osé dire à Patrick Cohen ces 4 vérités par rapport aux relations de complicité évidentes que ce journaliste entretient avec le pouvoir, et en général, et avec Macron en particulier. La presse est persuadée de détenir le pouvoir, ce qui, dans une certaine mesure, n'est pas faux. Elle est convaincue de dire la vérité, qui n'est bien souvent que sa vérité. Elle est encouragée par l'État, par le pouvoir politique, qui a bien compris l'intérêt que cela représente pour lui, la presse. Cette presse qui est coupée de la population et qui ne vit que grâce aux subventions du pouvoir. Je vais revenir, j'attaque mon troisième chapitre. Je vais revenir sur le cas de Patrick Cohen. Rappelez-vous quand même que c'est celui qui a fait virer Natacha Polony d'Europe 1, car elle était un petit peu trop patriote, on va dire. Le même qui, par sa partialité, a fait encore plus plonger les audiences de cette radio Europe numéro 1. Lors de l'esclandre dans l'émission C'est à vous, avec Nicolas Dupont-Aignan, ce monsieur osait dire que les agriculteurs s'en sortent bien grâce au traité de libre-échange. Alors que ces traités, CETA, TAFTA, j'en passe et des meilleurs, ce sont ces traités qui nous permettent de rentrer des aliments pollués, frélatés aux antibiotiques, aux OGM, qui sont vendus moins cher que le prix du marché français et qui coulent nos agriculteurs. Les mêmes agriculteurs dont certains ont beaucoup de mal à vivre, certains je crois, un agriculteur tous les 2 jours se suicide. Donc, quand Dupont-Aignan n'est pas d'accord avec les affirmations de M. Cohen, cela monte un petit peu dans les tons. Dupont-Aignan, un élu du peuple qui se comporte honnêtement vis-à-vis de ses électeurs, profite d'une très rare invitation sur cette chaîne. Dans cette émission, il n'y était pas allé depuis 2 ans, depuis les présidentielles, sur une chaîne officielle du service public. Il ne mâche pas effectivement ses mots avec Patrick Cohen. Et c'est immédiatement une levée de bouclier chez ces journalistes qui ne cessent d'insulter les citoyens. Ils étalent leur idée mondialiste et dont tout le monde se moque. Et alors là, c'est la meute des courtisans serviles, ces médias, se sentant indirectement visés par les propos de Nicolas Dupont-Aignan, ils se lâchent la version des faits. Cela devient donc pour un certain nombre de journalistes désinformateurs l'occasion de dénigrer les opposants et nous sortent Dupont-Aignan prié de quitter le plateau de C'est à vous après s'en être pris à Patrick Cohen.
Donc, ces gens se scandalisent quand un courageux ose leur tenir tête. La vérité, c'est que Dupont-Aignan dit ces 4 vérités dans cet avou et il est chassé du plateau parce qu'il ne faut surtout pas contredire M. Cohen. Vous en connaissez-vous beaucoup, vous, des prétendus opposants à Macron qui oseraient tenir ces propos sur une chaîne supervisée par le pouvoir? Il a dit un gros mot. M. Cohen est connu pour sa partialité, a poursuivi Dupont-Aignan. Vous voulez bien retirer ce que vous avez dit nous a dit Anne-Elisabeth Lemoine. Dupont-Aignan nous dit « Ah non, je ne le pense. M. Cohen est un cireur de pompe de M. Macron, c'est la vérité. Je ne m'excuserai jamais devant des gens qui prennent l'argent du contribuable. Vous passez votre vie à insulter des gens, je ne m'excuserai jamais. » Ah, tous ces journalistes, ces guignols de l'info, mais alors nettement moins drôles que leurs marionnettes, ne sont que des prétentieux. Ils ne tolèrent ni critiques ni insultes de la part de ceux qu'ils se permettent de juger sans les connaître. Ils nous écrasent de leur prétendue supériorité. Il était donc logique que l'arrogant Patrick Cohen s'offusque qu'un affreux populiste, mon Dieu, quel gros mot, ose lui dire en face qui il est réellement, vraiment aux antipodes de ce qu'il croit être et qui se prétend être. Le pire encore, c'est de créer à l'antisémitisme puisqu'on attaque M. Cohen. Ça va chercher loin. Ce journaliste devrait être plus modeste par rapport à son rôle. La critique de Nicolas Dupont-Aignan est justifiée. Cohen n'a jamais été quelqu'un qui a montré une grande indépendance vis-à-vis du pouvoir. Moi-même qui l'écoutais sur Europe 1, on a toujours écouté et vu qu'il était très, très, très orienté par le gouvernement. Bon, quand même, soyez logique. On fait venir quelqu'un pour parler de son livre. Nouveau livre de Nicolas Dupont-Aignan, Résistance, c'est le cas de le dire. Et on en profite pour le descendre. On ne le laisse pas parler. Et on le fait sortir parce qu'il a osé, il n'a pas voulu se laisser tondre par les journalistes inféodés au pouvoir. Quand le service public fait sortir cet homme politique, ce représentant élu, il le fait sortir des plateaux de télévision, en même temps, ce sont les centaines de milliers de personnes, voire les millions de citoyens français qui sont d'accord et qui en ont marre de cette oligarchie médiatique. On veut nous faire croire que les ennemis de la presse, c'est Nicolas Dupont-Aignan, Mélenchon, Marine Le Pen, peut-être Asselineau. Non. Les ennemis de la presse, vous les connaissez. Les ennemis de la presse, les ennemis des journalistes intègres, ce sont les milliardaires qui ont acheté, qui ont fait main basse sur vos médias. Ils l'ont acheté, la presse, pour la faire taire. Nous sommes d'accord? Bien. Je passe à la 4e phase. Les révélations sur les méchants gilets jaunes, antisémites et homophobes. On a accusé les gilets jaunes. Vraiment facile, pas cher. Ça peut rapporter gros, hein. Pour couper cette partie de la population qui proteste de la majorité silencieuse. Il y a quelques jours, il y avait de nombreux tags, des croix gammées, des petits slogans, qui, en fin de compte, ont été réalisés par un petit homme bien tranquille qui est analyste financier au conseil départemental des Yvelines. Je n'ai pas vu beaucoup de reprises de cette information. On est resté sur l'acquis, c'était la faute des gilets jaunes. Personne ne s'est excusé. Personne n'a repris ses propos. Personne n'a regretté les mots de factieux, de séditieux. Toujours dans la même veine, rappelez-vous, Strasbourg, la stèle de l'ancienne synagogue de Strasbourg a été heurtée. Cette stèle a été heurtée par une voiture. Les recherches ont en effet permis d'établir qu'une automobile était montée sur cette esplanade
En effectuant une marche arrière pour quitter les lieux, son conducteur a heurté le monument en granit avec un crochet d'attelage. Donc le monolithe a basculé. Et bonne partie de la classe politique et des médias ont crié à l'antisémitisme, ont fait des attroupements sur les lieux, des dépôts de fleurs. Tout ça pour rien, pour un simple fait divers, une mauvaise circulation de véhicules qui, en reculant, a fait tomber ça. Et on vous en a remis des couches, des couches, des couches pendant une semaine sur l'antisémitisme qui arrivait, et notamment, bien sûr, avec ces méchants gilets jaunes. Alors, ce qui est fou, c'est que ce sont les partis politiques qui sont responsables, qui n'ont jamais rien fait pendant 20, 30 ans, 40 ans, qui sont responsables de la pauvreté, d'une immigration incontrôlée, de beaucoup de choses. Ce sont les mêmes qui viennent déposer des gerbes et qui viennent crier leur douleur devant cet antisémitisme, alors qu'eux-mêmes ne font rien pour protéger des communautés israélites qui, dans certaines banlieues, ont des soucis avec le voisinage d'une forte population musulmane. Donc, c'est quand même énorme. Les faits, toujours les faits, mais les faits sont falsifiés. Bien, je vous remercie. J'espère vous avoir apporté quelques éléments pour vous permettre de vous faire une opinion sur les mensonges à longueur de journée qu'on vous répète sur votre télé, sur votre chaîne favorite. Ne les écoutez pas. Moi, je résiste, je me bats pour simplement faire passer un petit message en disant « Ne les croyez pas, on cherche à vous manipuler. On vous manipule, on vous raconte des bobards, c'est du pipeau. » Nous sommes d'accord. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de me suivre. Abonnez-vous. Surtout, partagez. Partagez la vidéo. Faites-moi un peu connaître si vous trouvez un certain intérêt. Je reviendrai sur la presse. J'ai des choses très très intéressantes que j'ai découvertes aussi. On reparlera de BHL aussi. Ah, mon Dieu, antisémite. Oh là là. BHL nous en fait aussi. Bon, j'y reviendrai en milieu de semaine. Sur ce, merci infiniment de votre attention. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.